Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, la dernière fois, j'ai fait un podcast avec quelqu'un qui était nouveau dans le monde du MMA, vous n'étiez pas content. Vous m'avez demandé un spécialiste, je vous ai ramené ce qui est à mon sens le meilleur. N'êtes-vous pas diverti? Monsieur Chris Guénac est avec nous. Chris, comment vas-tu? Je vais super bien. Un tout grand merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça fait énormément plaisir. Et comment vas-tu? Bah moi, ça va très bien, hein, c'est un plaisir. Moi, bon, vous connaissez tous Chris Guénac, on va pas le présenter. Fight Minds, analyste qui est passé sur la sueur, RMC, etc. Et ben moi, c'est un réel plaisir de t'avoir parce que là, on va parler. Souvent, des fois, je fais des podcasts où on parle en substance. Là, on va parler en surface, etc. Mais on va essayer aussi un petit peu de rentrer. On va utiliser un petit peu ton expertise. Donc, du coup, comme vous l'avez vu au titre du podcast, on va parler de l'UFC Paris, de tout ce qui entoure l'UFC Paris. Et moi, je suis très curieux de voir ta vision là-dessus. C'est un œil un petit peu différent. Donc, ça va être très intéressant. On commence le podcast tout juste après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Donc voilà, de retour pour ce podcast. Et le tout premier sujet que j'aimerais aborder avec toi, donc le titre du podcast, c'est l'UFC Paris. Est-ce que ça vaut le coup, le coût financier? Et le premier onglet que j'aimerais aborder avec toi, c'est un comparatif tout simple entre celui-ci et celui de l'année dernière, que ce soit au niveau de la hype, que ce soit au niveau des combats, que ce soit au niveau de l'attente, etc. Est-ce que toi, tu sens que ça va être égal ou supérieur, ou à l'inverse, ça va être un résultat un peu moindre? Alors, j'ai parlé sur deux angles. Je vais prendre l'angle international et l'angle français. Je pense que sur l'angle international, c'est un peu moins hype que l'année passée. L'année passée, grosso modo, il y avait, on va dire, une moyenne de combats qui avait peut-être un peu plus d'enjeux. Et en plus de ça, il y avait aussi le côté, c'est la première fois que ça vient sur Paris. Donc, il y avait un peu cet élément supplémentaire. Le premier, c'est toujours différent. C'est celui qui marque vraiment l'histoire. D'un point de vue français, j'ai l'impression que c'est quand même mieux cette année dans le sens où on a juste plus de combattants français et on a un Français en main event, le même que l'année passée. Et en co-main event, on a une Française, alors que l'année passée, le co-main event était quelque chose d'international sans, voilà, sans combattant français dessus. Donc, voilà, je pense qu'il faut toujours se concentrer sur le point de vue international. Donc, sur le point de vue international, c'est moins buzz, c'est moins hype, ça fait un peu moins parler que l'année passée. Mais pour les fans français, je pense qu'il y a un peu plus quand même parce qu'on a plus de combattants à supporter. Il y a moins de combattants, enfin, de combats sur lesquels on sera neutre à se dire, bon, ben, c'est juste pour le kiff du MMA. Tu penses, toi? Bah, j'ai l'impression quand même qu'il y a un certain engouement derrière les combattants français, Bah, de manière générale. Donc, tu as un Français qui combat, tu vas d'office le supporter. exact. Bah, à l'inverse enfin pas à l'inverse, mais l'année dernière, il me semble que c'était 5 combattants. Donc Cinq, c'était cinq ouais. combattants. Là, on en a 8. Il me semble qu'on en a 8. 8,5, il y a toujours ce débat avec Yanis. Moi, je considère que Ah oui. ça fait Non. 9, mais voilà. Bah, moi, je le compte dedans, mais si on Ok. compte avec Yanis, ça fait 8. Attends, attends. Alors, Zara, Nora, Non, exactement, exact. Bah, parce qu'en fait, j'ai regardé une photo et Zara, elle n'était pas dessus. Donc, du coup, j'ai oublié. Je suis désolé, ça Zara, fait mais 9. 9, exactement. Mais voilà. Donc, cette année, bizarrement, enfin, il y a plus de combattants français. Mais moi, au niveau de la hype, j'ai l'impression que parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que l'année dernière, c'était pas forcément par rapport aux combattants, mais plus par rapport à l'institution UFC, par rapport à Hmm. l'événement. Euh, tu le voyais à la pesée cérémoniale, ça courait dans les escaliers, c'était vraiment la première de l'UFC en France. Et même indépendamment du nombre de combattants, ils auraient pu mettre que 2 combattants français ou même que un. Je pense que ça aurait quand même été l'institution UFC qui aurait fait grand bruit. Alors que là, j'ai l'impression, et puis on peut le voir notamment au niveau de la revente de places. Là, Hmm. il y a des places qui se baladent, que ce soit dans la nature ou que ce soit sur le site officiel de l'Accor Arena. Il y a encore des places disponibles. Alors certes, les places qui restent sur le site officiel, ce pas les places les moins chères, mais l'année dernière, on n'avait pas ce cas de figure. C'est clair. Je pense qu'il y a un élément à rajouter, c'est que l'année passée, les 5 combattants français, c'était 5 combattants
à part William Gomis, qui était déjà à l'UFC, et pour la plupart, ils avaient un combat qui était relativement important. Gann, en cas de victoire, c'était nouveau title shot. Benoît Saint-Denis, ultra suivi, il y a toujours une hype derrière lui. On avait Nassourdine Imavov qui il était aux portes du top 15 ou il était déjà dans le top 15. Donc, chaque combattant français avait peut-être un peu plus d'enjeux sur leur combat et était déjà à l'UFC depuis un petit temps. Ici, c'est vrai que sur les 9 combattants français, il y a Zara notamment qui a 3 combats à l'UFC, mais qui n'est pas ultra suivi par le public français. Et puis, il y a une grosse partie de nouvelles signatures. Et donc, leur combat, c'est vraiment, OK, est-ce qu'il aura sa première victoire à l'UFC? Il n'y a pas de où est-ce qu'il va rentrer dans le top 15. Au-delà de Manon, qui a un gros combat avec beaucoup d'enjeux, et Gann, qui est main event, les autres combats, c'est vraiment se faire une placement. Et Benoît Saint-Denis, Et évidemment. BSD, ouais. Ouais, BSD, Mais, évidemment. mais après, il y a peut-être aussi l'argument, on peut voir ça d'un autre point de vue, c'est se dire, tu vois des profils comme Morgan, c'est stratosphérique en termes de following, on peut se dire, bah, vouloir être là pour la première fois. Cette notion de ne rien vouloir rater, etc. On voit des combattants comme Morgan, comme Yanis Gemouri, etc., qui arrivent à l'UFC. On peut vouloir se dire, on ne veut pas rater leur début. Et moi, bizarrement, j'ai l'impression que malgré le fait d'avoir ramené beaucoup de combattants, bah, la hype de l'événement, elle n'a pas forcément suivi. Alors après, peut-être que je me trompe. Et j'ai hâte justement de voir, on en parlait juste avant le podcast, de voir dans la salle. Est-ce que Ouais. on va réussir à, à recréer cette ambiance qui, pour moi, est propre à la première édition et qui n'arrivera plus, je pense. Ouais, c'est également ma crainte. Ça, c'est vraiment ma grosse crainte, c'est qu'on n'arrive pas à égaler l'ambiance qu'il y avait l'année passée et qui était extraordinaire. Je pense que tu demandes à n'importe qui travaille à l'UFC et qui font 50 UFC l'année, ils vont d'office te mettre l'UFC Paris comme étant un des grands événements en termes d'ambiance, voire même le numéro un. Et c'est clair que cette année, j'ai un peu cette crainte que une des raisons principales pour laquelle il y avait une si bonne ambiance, c'était le fait que c'était la première fois à Paris et qu'on n'aura pas ça cette année. Alors, je crains pas, je pense que ce sera une bonne ambiance, mais ça va être quasi impossible d'égaler ce qu'on a vécu l'année passée. Il y a aussi le côté résultat. Je pense que l'année passée, BSD a ouvert le bal. Alors, avant BSD, il y avait déjà une bonne ambiance. Je trouve que ça avait commencé sur un combat féminin qui avait eu Exact. avec beaucoup de phases au sol, et on sentait un public égalé qui criait au moment où il y avait un sweep ou au moment où il y avait un passage de garde. Donc ça, c'était déjà un bon indicateur. Mais dès le combat de BSD, là, ça a foutu l'ambiance et puis ça a surfé sur la vague du perfect des 5 Français qui ont gagné. Cette année, je pense que le perfect, il faut pas spécialement rêver. C'est plus compliqué, hein. On rappelle, sans méchanceté aucune, mais par exemple, Zara Fern, elle est sur 3 défaites à l'UFC. C'est elle ou Nora Cornol qui va ouvrir le bal en termes de français? D'après Tapologie, pour l'instant, c'est elle. Attends, j'ai plutôt aller regarder sur Marcel Dorf. Lui, il met l'ordre Donc des même, combats, comme ça on dit pas de donc voilà. bêtises. Et en plus, même au-delà de ça, c'est que c'est plus facile de faire un perfect avec 5 combattants qu'avec 9. Donc, à mon avis, il ne faudra pas compter sur cet engouement du perfect parce que bah, j'espère, hein, j'espère de tout cœur, mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc c'est très compliqué sur ce point de vue-là. Ouais, alors, tu sais bien, j'aime bien parler en termes de cotes. Si on mettait 1 € sur les 9 combattants français avant les chamboulements de dernière minute dont on parlera, mais si on mettait 1 € sur les 9 Français qui gagnent, on repartait avec 305. Donc, en gros, tu dois partir du principe qu'il y a une chance sur 305 que les 9 Français emportaient leur combat. Ok. Et toi, tu as fait t'as fait beaucoup d'UFC. Enfin, tu as beaucoup. Par rapport à d'autres, c'est moins, etc. Mais tu as quand même fait des UFC. Il me semble que tu avais fait UFC Berlin. Il me semble, tu Ouais. avais fait plusieurs UFC, etc. Et toi, bah, comment tu situes l'UFC Paris en termes d'ambiance, en termes de public? Est-ce que le public est vraiment éduqué au MMA? Tu parlais tout à l'heure des phases de sweep qui étaient plébiscitées, etc. Toi, comment tu l'as ressenti? Ah, c'est numéro un. Et je dis pas ça parce que c'est le dernier que j'ai fait ou parce que je suis sur un podcast français, mais c'était ma meilleure expérience en allant à l'UFC. J'en ai fait peut-être 8, 9 dans ma vie et c'était incomparable. Je pense que il y en a un. J'avais fait Las Vegas, le premier Ned Diaz contre McGregor. Là aussi, il y avait une super bonne ambiance, mais ce n'était pas comparable à ce qu'on a vécu l'année passée. Enfin, je veux dire, l'année passée, on a eu la Marseillaise en plein milieu dans le combat. On a eu d'autres grands moments d'ambiance et ouais, incomparable. Franchement, incomparable. J'ai fait Dublin aussi, où Dublin, il y a une super ambiance. Et non, la France était largement devant. Ouais.
Bah, moi, de ce que j'ai cru entendre, ça se joue avec London, enfin Londres. Avec Londres, ouais. Ça, Et ça se joue. aussi, certains disent il y a certains événements au Brésil où c'est la folie selon la carte. Je pense que quand tu as un José Aldo ou un Anderson Silva qui fait son walkout au Brésil, ça doit être une belle expérience, mais ça, Mais je peux pas comparer. le public brésilien, il m'a l'air un peu plus malveillant quand même. On l'a vu Oui, avec Glover Teixeira il n'y a pas longtemps, ça a l'air compliqué. Et puis eux, ils ont beaucoup de combattants, donc c'est pas ce même. Nous, on n'a pas beaucoup de combattants, donc forcément, on va les soutenir. Eux, encore plus, ouais, ils c'est ont plus de clair. facilité à dire bon, allez, lui, on le soutient pas, etc. Donc voilà. Ouais, c'est pour ça que je prenais l'exemple vraiment de José Hmm. Aldo ou Anderson Silva, parce que je pense que même si tu as une carte au Brésil avec 10 combattants brésiliens, au moment où tu arrives à Aldo ou à Anderson Silva, tu as tout le public, tu as un engouement pendant le walkout, je pense, et des insultes envers l'adversaire. Ça, Ouais. c'est souvent dit. Ouais. Je sais, mon brésilien ou mon portugais est super nul, donc je vais pas le dire en brésilien, mais les tu vas mourir en Ouais. chant, c'est un classique pour les Bah, adversaires. d'ailleurs, on en parlera, ça, j'ai réservé un tout petit onglet, tu le découvriras à la fin, mais tu as quelques recommandations pour suivre cet UFC. Tout à l'heure, on parlait des chamboulements. Il y a eu des chamboulements, etc. Au niveau des combats. On sait que maintenant, Yanis Guémouri va faire face à William Gomis. Et on sait que Taylor Lapillus va prendre l'adversaire qui initialement devait se battre contre Yanis Guémouri. Est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu de ces changements, la physionomie de chaque combat, et aussi, à la suite de ça, est-ce que tu peux nous donner le combat qui te hype le plus, pas que dans ces changements, mais dans la carte au global? Ouais, alors sur les changements ici, je trouve ça innovant. Je pense pas qu'à l'UFC, on ait déjà eu ce cas de figure-là. Je pense que c'est le genre de truc qui arrive au Cage Warriors, tu vois, des chamboulements de last minute avec des mauvaises pesées ou ce genre de choses. Mais là, on a vraiment séparé un combat chez les bantamweight pour qu'il y en ait un des deux qui monte en featherweight pour sauver le combat de Gomis et Kaolan qui était prévu en carte principale qui va maintenant en carte préliminaire pour affronter Taylor Lapillus. Et Il fait pas un bon coup, lui, hein. non, 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 vraiment pas. Il était donné ultra favori contre Gemuri et là, il est donné underdog. Donc, clairement, de ce point de vue-là, c'est respect à lui, hein. Déjà, respect à lui parce qu'il a dû l'accepter. Respect à Gemuri aussi qui monte de catégorie de poids à 3 jours de la pesée. Euh, donc, honnêtement, voilà, là, en toute honnêteté, je préférais la carte avant. Déjà, on perd un combat on était supposé avoir un combat de plus au total. On en perd un. Et j'étais vraiment motivé par Gafurov contre Lapillus. Là, j'ai pas encore pu refaire mes analyses pour Kaolan contre Taylor Lapillus, mais ça m'intéresse beaucoup. Par contre, là où j'ai très peur, c'est Gemuri contre Gomis. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont hypés par ce combat. Moi, j'ai une vraie crainte sur le fait que ça risque d'être fort dans l'observation. Je pense que Gomis comme Gemuri sont des meilleurs contreurs que engageurs. Et quand tu as deux contreurs, ils sont souvent dans l'attente que l'autre engage. Mais ça peut te donner un Ngannou contre Lewis, tu vois. Les deux sont dans l'attente. Vas-y, fais quelque chose que je te Ouais. contre. Mais Adesanya Romero, pareil. voilà, c'est ça. Donc, j'ai cette crainte-là. J'espère qu'on ne sera pas dans ce cas de figure, mais j'ai l'impression que Almeida contre Gomis, Almeida allait d'office forcer le combat contre Gomis et Loufran allait d'office forcer le combat contre Guémouri. Donc ici, le fait qu'ils soient l'un contre l'autre, euh, peut-être avec aussi un Gomis qui va se dire, bon, bah, je serai plus lourd que lui, je vais chercher à lutter alors que ce n'est pas son domaine de prédilection. J'ai une petite réserve sur ce combat-là, personnellement. Bah, on salue la mentalité de chaque combattant, de Bien toute la sûr, carte, parce que c'est des combattants, mais en plus particulièrement de Taylor Lapillus, aussi de l'Irlandais. C'est un Irlandais, hein, c'est ça? Loufran, ouais. Ouais. De l'Irlandais qui accepte ce short notice, et aussi de Yanis Guémouri contre William Gomis. Moi, personnellement, c'est un combat qui me hype, parce que, bon, on a eu l'habitude avec Arès des petits chocs franco-français, et ça a toujours sa petite saveur, même si on sait que bon, c'est dommage parce qu'il y a un Français qui va perdre. Mais bon, après, voilà, quoi. Celui qui. C'est dommage, mais ça nous divertit. Moi, honnêtement, j'ai rien contre, comme tu l'as dit, que ce soit à l'ARES ou dans d'autres promotions en France, tu dois avoir des chocs franco-français. C'est vrai que tu aimes moins les avoir quand c'est à l'UFC, parce que tu dis, bah, au niveau régional, c'est normal qu'ils se rencontrent pour qu'il y en ait qui montent et d'autres qui stagnent, mais ça permet à certains d'évoluer justement vers leurs objectifs, que ce soit UFC ou PFL. Là, on est à l'UFC, on aimerait que les Français s'esquivent, mais quand tu regardes les grandes nations du MMA, voilà, Brésilien contre Brésilien, ça arrive, Américain contre Américain, ça arrive super souvent. Donc, maintenant que la France commence à avoir quoi, vous avez quoi, une douzaine de combattants à l'UFC? Oui, il y a pas mal de combattants maintenant, c'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui peut se présenter. Là, c'est une première. Et comme tu le dis, moi, j'aime bien les derbies. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on Ouais, utilise si, voilà, exactement. je suis jamais sûr, mais voilà,
C'est un petit plus. Donc là, ça va séparer la salle en je ne sais pas si ça va séparer en 50-50, mais ça va séparer la salle en deux. Il y en aura pour Gomis, il y en aura d'autres pour Gemouri. Et ça peut donner aussi une chouette ambiance dans l'Accor Arena. Exactement. Et du coup, je voulais. Moi, à titre personnel, j'ai un combat qui m'hype le plus. Et ça peut vous paraître bizarre parce que souvent, je suis un peu taquin avec le MMA féminin. Je suis un peu taquin, mais là, c'est la preuve que, bon, des fois sur Twitter, j'en rajoute un petit peu pour faire parler. Mais Manon Fiorot contre Rose Namajunas, c'est le combat qui me hype le plus. De tout cœur derrière Manon Fiorot, Rose Namajunas, on la suit depuis longtemps, etc. Mais là, c'est exceptionnel quand même comme combat. T'en penses quoi, toi? Bah, bon, forcément, je suis biaisé, mais j'aime beaucoup le combat. Rose Namajunas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que combattante. Elle offre, à l'exception de son dernier combat, que des chouettes performances, que des belles prestations. Euh, je suis un peu surpris d'ailleurs à quel point on voit Manon comme étant une favorite. Je pense qu'en MMA, il y a beaucoup ce truc de tu es aussi bon que ta dernière performance. Et le fait qu'elle ait perdu par split dans un combat ennuyant contre Carla Esparza, c'est ça qui fait qu'on est peut-être un peu moins hype par ce combat. Elle vient pas, tu sais, avec une victoire contre Weili Zhang et puis elle monte pour se challenger. Mais c'est un combat absolument extraordinaire parce qu'en termes de compétences, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement taquins contre le MMA féminin et je peux pas leur donner tort. Honnêtement, quand tu regardes en dehors du top 10 des divisions féminines, c'est pas bon. C'est c'est pas bon par rapport au niveau Mais UFC c'est masculin, je c'est dirais. comme la catégorie poids lourd finalement. La C'est ça. catégorie poids lourd, hors du top 10, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, c'est pas. C'est une très bonne comparaison. Et ici, par contre, on est sur deux combattantes féminines qui sont très fortes, qui, en termes de compétences et en termes de gestion de combat, elles sont à un niveau élite. Et donc, on va avoir un très, très beau combat. En plus de ça, on part du principe que, à moins que le combat soit aussi peu volumineux que Esparza Namajunas, la gagnante devrait avoir le title shot. Il y a Erin Blanchfield qui a un sacré argument. Et justement, c'est peut-être un petit plus qu'elle ait gagné la semaine passée, parce que ça va forcer Manon et Rose à avoir ce petit. Il n'y a pas que la victoire qui compte, il y a aussi la performance qui compte. Et Ouais. ça peut vraiment, vraiment nous offrir quelque chose de à la fois techniquement et stratégiquement intéressant, mais en plus de ça, divertissant pour les fans un peu plus casuels. Et si finalement Manon Fiorot, c'était pas la première française à ramener la ceinture de l'UFC, l'Undisputed, et si, Et si? c'est possible, hein. Ah ouais, Euh, c'est elle la plus elle est, proche. c'est elle la plus proche parce qu'on sait que Cyril Gane, il est. Bon, même s'il gagne face à Sergei Spivak, il va au moins devoir passer après un Thomas Spinal, un Pavlovich ou un gros, gros test. Là, Manon Fiorot, c'est vraiment sa demi-finale. Ah oui, Donc, clairement. C'est clairement elle la plus proche. Et comme tu dis, on a tendance à dire que Gann est encore assez proche. Moi, je pense que 0-2 dans des title fights. Le dernier contre John Jones, c'est vraiment ouais. une grosse domination. Il a rien pu montrer ou su montrer. En Belgique, on confond toujours pouvoir et savoir, mais voilà, vous trouverez le bon verbe à utiliser dans ce cas-là. Je pense pas, je pense qu'il a encore besoin de deux victoires après ça. Exactement. Bah, c'est ça, hein. Pour moi, deux défaites sur un title shot, même si on sait que c'était serré face à Francis Ngannou. Bon, face à John Jones, il y a pas eu débat. On peut faire l'argument que c'est le GOAT, mais Mhm. ça reste quand même très compliqué de renégocier un title shot, surtout quand on voit des gars comme Thomas Pinal, Sergei Pavlovich, etc., qu'ils arrivent vraiment très très fort. À mon avis, ils vont lui passer devant. Mais bon, après, rien n'empêche Cyril Gane de prendre ses victoires et puis de patienter. Et puis, nul doute qu'il aura encore une chance. Mais pour l'instant, je pense que Manon Fiorot est quand même un peu plus proche, Mm. beaucoup plus proche de faire son premier title fight. Et puis voilà, bah, en tout cas, ce serait un bel hommage que la première ceinture UFC qui revienne en France, ce soit une ceinture féminine. Ce serait beau. Ah, si ça peut ouvrir les esprits, moi je suis preneur. Exact. Du coup, on a parlé un petit peu de tous les combats. Et je voulais parler avec toi vraiment de l'aspect UFC Paris, l'événement UFC Paris. Pour toi, est-ce que ça vaut le coup financier? On parlait tout à l'heure des prix sur l'Accor Arena, sur les places qui sont revendues un petit peu plus cher ou à prix coûtant, etc. Est-ce que pour toi, bon, pour être bien placé, on va dire qu'il faut être en dessous du balcon, donc on va dire catégorie 4, catégorie 5, il me semble, c'est minimum 200 euros. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup pour un UFC Paris? Alors, c'est toujours difficile de donner une réponse noire ou blanche.
Tu me connais, je suis toujours un peu dans le gris, donc j'ai essayé de nuancer un maximum les propos. La première chose que je vais dire, c'est l'année passée, personne n'a regretté d'avoir mis le prix qu'il avait mis. Je ne sais pas si ça a augmenté par rapport à l'année passée ou Un tout petit peu, il me semble. un tout petit peu. Donc, de ce principe-là, ça peut valoir le coup. Maintenant, ça dépend de tout le monde. Je pense que si quelqu'un a besoin de faire gaffe à ce qu'il achète pendant 3 mois pour pouvoir mettre 200 euros de côté pour venir à l'UFC Paris, je dirais il y a un risque qui est lié. Parce que le problème, c'est que un événement sportif, à part le catch WWE, où tu sais que tu vas avoir du spectacle parce que c'est truqué, enfin, c'est scénarisé pour que tu t'en aies pour ton argent. Un UFC, tu peux très bien avoir une carte déplorable avec que des combats ennuyeux et du coup une ambiance qui diminue et c'est pas une belle expérience. Donc il y a toujours ce facteur risque et je dirais que pour quelqu'un qui va voir un UFC pour la première fois, sur base de ce qu'on a vécu l'année passée et sur base du fait que, selon moi, tout fan de MMA doit au moins aller voir un UFC dans sa vie parce que ça vaut quasi toujours la peine. Oui, si mettre 200 euros, ça représente juste un effort sur un mois. Je vais prendre, moi, par exemple, si je dois allonger 200 euros pour une activité que je n'avais pas spécialement prévue dans mon budget, ça représente un mois où je fais gaffe. C'est-à-dire que bah, j'achète à manger moins cher, je vais dans des magasins moins chers pendant un mois et puis je suis capable de mettre 200 euros et là, ça vaut le coup. Je dirais qu'un mois d'effort financier pour aller voir l'UFC Paris, ça les vaut sans problème. Quelqu'un qui sait mettre 200 euros comme ça, bah, évidemment, ça vaut la peine. Quelqu'un qui galère plus et qui doit faire gaffe pendant 3 4 mois pour pouvoir mettre 200 euros de côté, l'UFC est supposé revenir plusieurs fois à Paris. Donc, peut-être plus tard quand il y a une plus grande aisance financière pour cette personne-là. Bah surtout qu'il faut prendre en compte, hein, là, on parle de 200 euros pour les gens qui habitent pas trop loin de Bercy. Des gars comme toi qui viennent de Belgique, comme moi qui viennent du Nord, d'autres qui peuvent venir du sud de la France ou autres. Ils doivent prendre en compte le trajet, l'hébergement, le billet. Donc, ça peut vite monter à 400, 600. Et puis, Mhm. pour le peu que tu veux faire venir quelqu'un avec toi et que il y a ta charge, donc ça peut vite. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, je conseillerais vraiment, si vous hésitez, mais ça va vous mettre dans la merde, entre guillemets, je vous Mhm. conseille de regarder ça à la télé. Oui, À la télé, ça va être bien. Ça va être... En plus, tu t'y seras à la télé, toi, non? ouais, je suis sur RMC, Voilà, ouais. ouais, Chris sera là donc pour vous accompagner. Mais n'ayez pas à mon avis, n'ayez pas de crainte, l'UFC ça va revenir, etc. C'est ça. Et puis nous, notre travail aussi, c'est d'être aux événements, de vous transmettre de l'énergie à travers des vidéos, etc. Pour essentiellement ceux qui peuvent pas forcément venir. C'est aussi pour ça que moi je partage des vidéos de l'UFC, etc. Et je me dis, bah, celui qui n'a pas pu venir, au moins il va pouvoir voir la vue du public, etc. Donc, ne vous forcez pas à venir, c'est pas un impératif. Il y a sûrement des choses plus importantes. Je vous fais pas de leçons de morale ou quoi, mais pour moi, ça vaut pas le coup de. Si vous vraiment vous n'avez pas les moyens, ça vaut pas le coup de mettre. Mais c'est vraiment ça. C'est si t'as pas les enfin, ça dépend toujours de tes moyens, hein. C'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Je pense qu'en tant que fan de MMA, même à un titre casuel, aller voir un événement, un UFC, j'insiste parce que UFC, c'est autre chose que les autres promotions. Aller voir un UFC une fois dans sa vie, ça vaut la peine. Mais encore une fois, venir en France, c'est pas la première fois qu'ils le font. Donc, si c'est compliqué cette année, gardez ça pour l'année prochaine. Je pense que l'UFC Paris, ils vont chaque fois faire quelque chose d'assez spécial, soit localement, soit au point de vue international. Donc, c'est pas non plus l'occasion à ne pas manquer. Ça peut être décalé à l'année prochaine ou à l'année d'après. Ouais, exactement. Et puis bon, ceux qui ont les moyens, hein, venez, hein. Et Ah bah allongez, les oui, gars. Les gars, allongez, hein. Et si vous me croisez, vous m'invitez un truc à boire ou quoi, mais en ce moment, je suis en jet, donc de l'eau pétillante. Et voilà, allongez, hein. Donc, si vous avez les moyens. Et du coup, dernier onglet, moi, je voulais parler avec toi. J'ai vu sur Twitter, mhm. j'ai réagi de manière un peu taquine aussi. Tu donnais des conseils pour bien Ouais. suivre, pour ceux qui ont la chance de venir, pour bien profiter de cette UFC Paris sur place. Ouais. Donc, moi, j'étais un peu taquin. J'ai dit, bon, les gars, vous avez payé 200, 300 euros. Si vous voulez même venir avec des fumigènes, venez. Mais ne venez pas avec des fumigènes, hein, parce qu'on l'a Non, ne le vu. faites pas. On l'a vu au Bellator, ils avaient des fumigènes. Oh, oh. Je Donc, me souvenais plus de cette anecdote, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. donc, toi, quels sont tes conseils pour bien profiter de son UFC Paris une fois qu'on est sur place? Donc, pour moi, c'est venir au premier combat, tout simplement. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, les premiers combats, ils sont pas hype, etc., mais on contrôle rien de tout ça. Moi, par exemple, le tout premier UFC que j'ai fait, les 4 premiers combattants, je les connaissais pas du tout.
Pas du tout. Et c'était les 2 plus beaux combats de la soirée. Donc si j'étais arrivé un peu les mains dans les poches plus tard, bah, j'aurais raté les 2 plus beaux combats de la soirée juste parce que, je voulais voir que les combattants que je connaissais. Donc ça, c'est mon premier conseil. Évidemment, avant, je le dis, après, j'ai peut-être regretté ce que j'ai dit. Parce que ça se trouve, les 5 premiers combats seront les plus ennuyeux qu'on ait jamais vus et j'aurais fait perdre du temps aux gens. Mais sur ce côté, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer sur les premiers combats. Il faut toujours venir, comme tu l'as dit, tu payes 200 €, 400 €. Si tu fais un bête calcul en disant: «OK, ça coûte combien au combat?» Bah, Ouais. si tu envoies 12, c'est moins cher proportionnellement que si tu viens voir les 4 derniers. Et puis même, enfin, moi, je pense que même si les combats, ils sont soporifiques, aller à l'UFC, c'est pas juste voir des combats, c'est une énergie. En fait, C'est ça. c'est comme dans un stade de foot. C'est bon, des fois, il y a pas de but, OK, mais c'est une énergie. Mmh. Et tous ceux qui auront la chance de venir, que ce soit pour la première fois ou que étaient là l'année dernière pourront témoigner. Aller à l'UFC, c'est pas forcément voir que le combat, c'est être avec des gens qui kiffent le MMA, c'est une énergie, c'est bon, même si le combat est un peu nul, mais il y a un temps fort, le public qui crie, c'est les entrées, la musique, les chants, etc. C'est une énergie. Donc venez dès le début, comme Chris l'a dit, moi je vous le conseille. Ouais. Alors le 2e conseil sur lequel, les gens rebondissent le plus, c'est, ne pas huer. Et là, je vais quand même nuancer parce que c'est vrai que j'aurais dû aller plus loin. Heu, huer pendant le combat, pour moi, ça sert à rien. Alors je sais que ça peut marquer une frustration qu'on exprime, mais je vais prendre un bête exemple. Si tu travailles ou si tu es étudiant, que tu es en train de faire quelque chose pas très bien, avec peu d'efficacité et que tu as ton manager qui vient derrière toi ou ton prof qui vient derrière toi commencer à te dire: «Ah, tu es vraiment nul, tu sers à rien». C'est pas ça qui va te motiver. Je suis toujours quelqu'un qui essaie de motiver par le positif et donc je pense justement que si à ce moment-là, tu balances une Marseillaise ou si à ce moment-là, tu balances, «Qui ne saute pas n'est pas français» ou un truc comme ça va mettre de l'ambiance et tu as une meilleure probabilité que le combat devienne bien à ce moment-là. Donc pour moi, la partie huée sur des séquences de combat, c'est inutile. Par contre, voilà, s'il y a un Français contre un non-Français, huer le non-Français pendant qu'il monte, j'ai pas de problème avec ça, ça fait partie du jeu. Les insultes, par contre, sur YouTube, on peut pas les dire, mais vous savez très bien, si on insulte la maman de l'adversaire, je suis évidemment contre ce genre de choses. Je préfère voilà, huer, c'est plus neutre, c'est juste donner une mauvaise énergie à l'adversaire qui monte alors qu'on a donné une bonne énergie aux Français qu'on supporte. Qu'est-ce que j'avais donné d'autre? Oui, pour ceux qui viennent seuls ou même ceux qui viennent, à 2 ou quoi, vous avez la chance d'être dans un stade où la personne devant vous et la personne à côté de vous, la personne derrière vous, partagent une passion avec vous. Moi, je trouve que c'est sympa de pouvoir échanger avec les personnes à côté ou devant lesquelles on est. Peut-être que la personne s'y connaît mieux que vous et va pouvoir vous donner des informations sympas. Peut-être que vous y connaissez mieux et que vous allez pouvoir partager votre passion. Mais en tout cas, c'est un bon moyen pour moi enfin, je trouve, de rencontrer des chouettes personnes. Donc, pas hésiter à échanger avec les personnes qui sont proches de vous dans le stade. Mettre l'ambiance. Je pense qu'on ne regrette jamais quand on entend une musique qu'on connaît, de la chanter avec ou de supporter les athlètes. Ici, ça dépend parce qu'il y a des gens qui ont répondu par rapport à ça, mais j'avais dit ne filmez pas trop de passages. Ne soyez pas tout le temps sur votre téléphone en train de filmer, essayez de vivre l'expérience au travers de vos yeux. Parce que personnellement, quand je suis à des concerts ou des trucs comme ça et que je filme, je regarde jamais après. Il y a des personnes qui me disent qu'ils regardent toutes les semaines pour se replonger dedans. Donc là, je nuance. Si vous êtes du genre à regarder vos vidéos, allez-y. Mais moi, je préfère vivre l'expérience sur le Ouais, moment. sur ce point, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis quand on filme, on se rend pas compte, mais on filme pas comme ça. On filme à Ouais, travers et on regarde à travers son téléphone. Et je suis obligé parce que je vais vous partager quelques images, etc. Donc, entre guillemets, c'est mon job. Mais si vraiment je venais les mains dans les poches, mettez-vous en plein la tête, plein les yeux. Ce que prenez encore une fois, prenez une énergie. Parce que moi, je sais que beaucoup filment pour mettre sur Snap ou quoi, regarde, j'y étais, etc. Si tu veux montrer que tu y étais, prends ta petite photo, ok, tu y étais, mais tu n'arriveras jamais à revivre la même énergie à travers un écran. Les mmh. vibrations, le fait de réagir, profitez avec vos yeux. Et puis, si vous voulez prendre quelques passages, évidemment, prenez-en, mais comme Chris le dit, profitez avec vos yeux un maximum. C'est clair. Et alors les 2 derniers conseils que j'avais, c'était, se renseigner sur les combats avant. Je trouve que c'est toujours mieux de savoir ce à quoi s'attendre, de se renseigner sur tous les combattants pour se dire: «Ah, je préfère lui à lui, je préfère lui à lui» et à chaque combat, avoir quelqu'un à supporter, surtout dans les combats où il y a pas de Français forcément. Et alors le dernier conseil, je vais aller lire, prévoir un truc après l'événement. Je trouve ça sympa parce qu'en fait, après l'événement, tu as de l'adrénaline, tu as envie de débriefer
Et si tu retournes dans ta voiture, tu as un peu un drop d'adrénaline qui est un peu trop direct et qui te fait mal. Tu sais, tu es un peu déçu dans ta voiture, alors que si tu vas boire un verre avec des gens qui ont profité de l'événement, avec toi, ça permet de débriefer, de partager l'expérience directement. Je trouve ça assez sympathique. Ben voilà, je pense qu'on a fait le Voilà, tour. ouais. Euh, et t'as aussi t'as oublié un point. Si vous me voyez, venez me dire bonjour. Voilà. Si vous croisez Chris, venez lui dire bonjour. Et ben même moi, si vous me croisez, venir me dire bonjour, c'est avec plaisir. Et puis, ben, je pense qu'on a fait le tour pour vous aiguiller un petit peu. Si vous hésitez encore à prendre vos places, etc. Je sais que, bon, sur le site de l'Accor Arena, il y a des places à 400 euros. Mais dans la nature, il doit avoir des places à 200, 250. Donc, c'est encore jouable. Je sais qu'il y a la pesée médiatique le vendredi. Donc, c'est à partir, il me semble, de 14 heures. Je vous conseille, d'y aller parce que l'année dernière, moi, je ne voulais pas aller à l'UFC Paris, je ne voulais pas en entendre parler. Mais j'étais sur Paris pour Arès et la pesée cérémoniale, elle était gratuite. Donc j'y étais et je me suis pris une claque. Une claque, que ce soit au niveau sonore. Je me suis dit, je trouve mon billet et demain j'y vais. Et c'est Ah. comme ça, et c'est comme ça que j'y étais. Donc, pour ceux qui hésitent, venez à la pesée cérémoniale qui est gratuite. Et je suis sûr et certain à 100% que vous allez être convaincu. Donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font une pesée, cérémoniale, c'est pour, continuer à motiver les gens à venir voir l'événement, que ce soit en vrai ou en pay-per-view pour les pays où ça doit payer pour les cartes principales. Exactement. Bah, Chris, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être rendu disponible et de nous avoir éclairé un petit peu sur le sujet UFC Paris. Les gars, n'hésitez pas à aller suivre Chris sur ses réseaux sociaux et également sur son média, sur YouTube, Fight Minds. Bah, je pense que vous le connaissez, il y a plus d'abonnés que moi. Donc, Fight Minds avec Aldric, etc., Brian Boulan. Et le dernier s'appelle comment? Jonathan Kuben, Ok, et Jonathan, ils font un boulot exceptionnel. C'est merci. une fréquence de vidéo hallucinante. Je ne sais pas comment ils font. Et toujours pertinent et dans l'analyse très poussée. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Merci. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin? Non, vraiment pas, je suis très mauvais pour me vendre, donc merci de l'avoir fait, pour moi et merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. J'aime toujours quand il y a des crossovers et j'aime bien qu'on puisse aussi prouver que c'est pas une concurrence. On Non. a un objectif commun, c'est d'informer et de partager notre passion. Et donc, OK, on a chacun notre chaîne et on a chacun nos objectifs, mais ils sont pas, comment dire? Ils sont complémentaires. On Mais peut oui, vraiment bosser ensemble pour, on fait pas la. Toi, tu es plus dans l'expertise, etc. Moi, j'essaye de plus de parler euh, en globalité, etc., avec un petit air marrant, etc. On fait pas on fait la même chose sans faire la même chose. c'est Donc ça. moi, et puis j'ai pas de concurrent, j'essaye de monter tranquillement. Et puis c'est bien aussi si à travers mon podcast des gens peuvent te découvrir, c'est avec plaisir. Voilà et donc c'est là-dessus que je voulais finir. C'est sur une note un peu positive comme à mon habitude et ça fait plaisir de pouvoir, partager avec d'autres passionnés et prouver justement qu'on est capable de bosser ensemble quand c'est opportun. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. Ciao. Ciao.